Mai au café oriental. Je réfute totalement ce qui se passe. C'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous dans cet échange dans Parole aux auditeurs. Des passages à Washington avec d'autres leaders de l'opposition congolaise, le président de l'UNC, en se livrant à la presse, a plaidé pour une candidature unique de l'opposition à l'élection présidentielle de 2016. De nombreux observateurs estiment que pour y arriver, l'opposition devrait plutôt réussir à harmoniser un programme commun pour l'alternance. Comment commentez-vous cette actualité? 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Paul Banyama. Julie Feza est à la réalisation. J.R. Lungembo coordonne l'émission présentée par Pierrot et Lameji sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Lameji. Certains observateurs ont estimé qu'il serait mieux pour l'opposition de penser d'abord à avoir un programme commun harmonisé avant d'évoquer la question de la candidature unique de l'opposition pour l'élection présidentielle de 2016. Comment commentez-vous cette actualité? Et pour cet échange, nous avons associé bien sûr M. Vital Kamerhe, leader de l'opposition et président du parti politique Union pour la Nation congolaise et ancien président de l'Assemblée nationale, lui qui a aussi fait allusion à cette possibilité de la candidature unique de l'opposition. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment au pays comme à l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au studio de Radio Okapi. La possibilité de la candidature unique a été évoquée, mais bien avant bien sûr d'entrer en profondeur, revenons un peu à ces balais qu'on a observés, on peut dire depuis le début de l'année, entre les États-Unis et l'Europe. Plusieurs responsables des partis politiques de l'opposition, on les a vus faire, on peut dire, beaucoup de voyages. Qu'est-ce qui se passe au juste entre les leaders de l'opposition et les capitales occidentales? Oui, rien d'anormal, parce que nous sommes dans un monde qui est devenu un village planétaire. Nous savons très bien que ce qui se décide à Kinshasa, au Congo, et d'une manière ou d'une autre, peut être influencé par l'extérieur, tout comme Kinshasa peut influencer l'extérieur. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Et je voudrais ici que tous les auditeurs de Radio Okapi, et principalement les Congolais, sachent que nous avons un grand pays. Un paradis sur terre que nous avons transformé en enfer. Et notre mission première est de redorer le blason du Congo. Nous sommes allés à l'étranger pour dire aux Américains, à leur invitation, et nous les remercions en passant d'avoir fait honneur à l'opposition, que nous sommes déterminés, dans le cadre d'un nouveau leadership, de redorer le blason du Congo. Un pays riche en ressources naturelles, avec une population très riche sur le plan culturel et une expertise éprouvée. Mais le Congo souffre d'une grande maladie. Et la maladie, c'est la déliquescence de l'État. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler un non-État. Et notre détermination, une fois l'opposition, avec la société civile, avec ceux de la majorité présidentielle qui se seront repentis au pouvoir, nous pensons qu'ensemble, parce que j'avais dit que nous allons désormais parler à terme de nous et pas je. Ensemble, nous allons faire des exploits avec notre peuple. Mais en quoi consistaient ces voyages? Ce sont les discussions autour du programme, de l'avenir du Congo. C'est quoi juste les termes de référence de ces discussions, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe? Ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait que les élections au Congo depuis 2006, en passant par les élections chaotiques de 2011, ont toujours été financées en grande partie par la communauté internationale. L'Union européenne en tête, suivie des États-Unis d'Amérique. Tout le monde sait très bien que la MONUSCO est chez nous et la facture la plus élevée est payée par les États-Unis d'Amérique. Nous avons
maintenant le calendrier global, que nous, l'opposition, nous disons il est global, mais n'est pas consensuel, il n'est pas réaliste. Nous sommes allés dire que le processus de démocratisation de notre pays est en panne, et que si rien n'est fait, nous allons tomber dans une véritable jungle. Nous sommes allés dire qu'il y a des arrestations arbitraires des opposants et des défenseurs des droits de l'homme. Ewanga, Vano Kiboko, Muyambo, Mike Mkebai, la liste est longue, Diomindongala, je peux allonger indéfiniment la liste, c'est Christopher Ngoï qui avait d'abord été enlevé et ensuite retrouvé miraculeusement et qui n'a pas toujours recouvré sa liberté. Au moins nous parlons, Monsieur Muyambo a sa jambe qui est en train complètement de partir, il faut qu'on les soigne et nous disons on doit libérer ces gens-là. Nous avons aussi profité de l'occasion à l'étape de l'Europe pour dire qu'on a arrêté les jeunes de la lutte, c'est-à-dire la lutte pour le changement des Goma et les jeunes des Balais citoyens et des Yanamar. On les a arrêtés tout simplement parce que ces jeunes Africains, dans le cas d'un éveil des Africains qui voudraient instaurer un nouveau leadership pour préserver les valeurs démocratiques, voilà, on les traite de terroristes. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des terroristes ni au Sénégal, ni au Burkina Faso, ni ici au Congo. On doit libérer ces jeunes-là. Nous ne pouvons pas accepter que le président Macky Sall, après d'avoir parlé, les Sénégalais sont partis, les Burkinabés sont partis, et que notre propre gouvernement estime que les Congolais, eux, doivent rester en prison. Voilà, ce n'est pas normal. Alors vous avez évoqué toutes ces questions à l'étranger, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'en RDC, on n'a pas un cadre de discussion où ces questions peuvent être abordées? Parce qu'on avait eu une émission avec vous après encore un autre voyage à l'extérieur. Cette question a été posée par les auditeurs. Faudrait-il que nos questions soient traitées à l'extérieur ou on peut être à mesure de pouvoir résoudre ces questions en les discutant ici plutôt qu'à l'étranger? Non, il ne faut pas créer la confusion dans les têtes des auditeurs ni des Congolais. Nous ne sommes pas à l'extérieur pour vendre les pays ou pour dire que désormais les pays sous-titrés de tel ou tel autre pays. Et nous avons été invités aux États-Unis, on a été au département d'État, on a été au Sénat, on a été à Atlantic Council, j'ai été à l'université la plus prestigieuse des Américains où ne parlent que les chefs d'État et les chefs du gouvernement. À l'étape de l'Europe, j'avais été personnellement invité par la députée européenne Marie Arena pour parler du processus de démocratisation dans notre pays et des violations des droits de l'homme. Ce sont des tribunes qui nous sont offertes pour parler de notre pays. Et l'objectif poursuivi, c'est que le Congo puisse sortir la tête de l'eau. C'est un grand pays, voilà, nous devons le faire. Voilà. Alors, nous allons revenir maintenant, parce que vous avez évoqué le processus électoral. Où en est aujourd'hui l'opposition dans les préparatifs de ces processus électoraux, de ces élections, qu'elles soient municipales, locales, provinciales, jusqu'à l'élection présidentielle? L'opposition tirant les leçons des erreurs des élections de 2011, nous avons compris que c'est ensemble que nous allons libérer notre peuple. Nous avons d'abord commencé par les rassemblements. Le mot d'ordre, c'est le rassemblement. Et vous avez remarqué que plus jamais, vous avez vu les opposants se donner en singleton, sauf quelques cas rares. Désormais, nous siégeons ensemble. Et la dernière réunion s'est tenue chez Olengankoy. Avant, chez Olengankoy, nous étions au MLC chez Mme Eve Bazaïba. Avant cela, nous étions au niveau des autres partis politiques. Et nous avons pris acte de la sortie du calendrier global qui est le fruit de la lutte héroïque du peuple congolais du 19 au 25 janvier. Mais nous, l'opposition, nous avons dit que ce calendrier n'est ni consensuel, ni réaliste, ni réalisable, il est tout simplement dangereux. Et nous avons dit, nous devons cesser d'être cette opposition qui critique seulement. C'est comme ça que nous avons fait une contre-proposition. Notre contre-proposition, c'est de dire, on ne peut pas matériellement et raisonnablement mettre le même jour les élections locales, municipales et urbaines et les élections provinciales. Nous avons dit, notre proposition est simple, parce que nous avons vu là, après avoir raté l'occasion de réviser la Constitution à la suite de la lutte que nous avons menée, et nous avons profité de l'événement de Ouagadougou, après avoir échoué les glissements à la suite du projet qui avait été déposé à l'Assemblée nationale, l'article 8 alinéa 3, nous avons compris que le pouvoir a encore d'autres obstacles qu'il veut glisser dans le calendrier. Il nous donne un calendrier surchargé, et ce calendrier, et nous remercions la CENI, puisque la CENI déjà nous donne l'élément
23 contraintes pour ceux qui ont fait l'économie. Quand on dit contraintes, ça signifie qu'il faut enlever toutes les contraintes pour arriver à l'objectif. 23, 18 sont de la responsabilité du gouvernement et 5 de la responsabilité du Parlement. Aucune de la responsabilité de l'opposition. Nous disons, faisons simple. Renouvelons les mandats des députés provinciaux. Et ces députés provinciaux, investis d'une nouvelle légitimité, vont élire des gouverneurs de province. Et on aura des gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales, et on va mettre en place un Sénat avec une légitimité. Et en 2016, nous connaissons la date désormais, et nous remercions la CENI, le 27 novembre 2016. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il y aura élection présidentielle, élection législative. Mais c'est très important. Le peuple doit retenir notre date. C'est que la CENI nous a dit et nous retenons. Et nous devons commencer à décompter. Le 20 décembre 2016, c'est l'entrée en fonction du président. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Voilà. Et que le président qui est là, qu'il comprenne qu'il existe une vie après le pouvoir. Voilà, ces questions, on pourra en revenir. On retient qu'au niveau de l'opposition, vous pensez que l'Assemblée globale a des contraintes. Vu ces contraintes, il sera impossible pour vous de pouvoir tenir d'autres scrutins municipal, local, tout ça, communal, vu les différentes contraintes. On pourra revenir beaucoup de questions, bien sûr, dans cette émission, mais il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui sont en train d'appeler pour intervenir en direct parce que c'est l'émission Parole aux auditeurs. Nous avons Maître Patrick Amboujimaï, Arsène qui est à Kikwit dans la province de Bandundu et Gaylor qui est à New York aux États-Unis d'Amérique. 081 890 63 15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Parole aux auditeurs. Maître Patrick, vous êtes en Amboujimaï, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pierrot et la Mélie. Vous avez suivi notre introduction. Certains pensent qu'il serait mieux pour l'opposition d'avoir une candidature unique à l'élection présidentielle de 2016, mais plusieurs personnes aussi pensent qu'il serait d'abord très très important de passer par l'élaboration d'un programme commun qui doit représenter l'alternance pour 2016. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, il est simple. Il ne relève pas d'un défaitisme ou d'un pessimisme. Mon point de vue est né de l'observation de la vie politique de notre pays. D'emblée, je dirais que cet appel à une candidature unique de l'opposition est un vœu pieux. Un vœu pieux tout simplement parce qu'il est irréalisable. Et je veux donner des raisons majeures qui me donnent de penser cela. Les deux premières raisons sont d'ordre politique. C'est que il existe dans le chef de nos acteurs politiques, de quelques courants politiques que ce soit, ils accusent presque tous, en tout cas, une absence d'éthique politique. Cela s'est observé pendant la vie politique de notre pays dès l'accession à l'indépendance. La deuxième raison, c'est la quête d'enrichissement certain qu'offrent les postes politiques. On connaît les degrés de paupérisation de nos populations et aujourd'hui, on sait que les postes politiques offrent un enrichissement certain. Alors c'est la course en enrichissement, au-delà des autres considérations qui devraient relever de cet engagement politicien. Donc en fait, il y a ces deux éléments et auxquels j'ajouterai des éléments qui ne relèvent pas directement de nos politiques, qui relèvent des réalités politiques internes et puis internationales. C'est donc l'atavisme ethno-tribal qui caractérise la vie politique, culturelle, professionnelle de notre pays. L'aspect tribal et ethnique est indéniable. Le dernier élément que je peux relever, c'est l'impérialisme, la mainmise de l'Occident. L'invité en a parlé, il a effleuré sommairement, il a parlé de ce que le monde est devenu un village planétaire, oui, interpénétration, mais il est démontré que la pénétration plutôt relève de l'Occident vers l'Afrique. L'Afrique n'influe pas beaucoup, on dira même pas du tout. Donc moi je vois mal aujourd'hui comment est-ce que l'opposition peut renoncer, comment elle a pu vaincre tous ces écueils, on peut appeler ça des écueils que j'ai énumérés. Est-ce qu'on a des garanties qu'ils ont pu élaguer toutes ces épines pour que nous puissions parler, pour qu'ils puissent parler le même langage et présenter une seule candidature. On veut être certain que tous ces éléments que j'ai évoqués ont été aplanis, tous ces problèmes-là. Là, on est sûr qu'il pourra y avoir une candidature unique qui pourra garantir le succès de l'opposition. Merci, Maître Patrick. Vous pensez que le problème aujourd'hui, c'est l'absence de l'éthique politique dans la classe politique congolaise. Il y a la quête d'enrichissement
il y a l'aspect des tribalismes et des ethnies, même dans leurs relations sur le plan politique, mais aussi la mainmise de l'Occident sur le fonctionnement de mouvements politiques dans notre pays. Pensez-vous, est-ce qu'au niveau de l'opposition, tout a été élagué pour vraiment arriver à parler le même langage, avoir une candidature unique, pourquoi pas aussi un programme commun? Merci, Maître Patrick Arsène. Vous êtes à Kikwit, dans la province de Bandundu. Bonjour. Bonjour, M. Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs. Maître Patrick, voilà, lui Patrick pense qu'à un certain moment, il sera difficile si les vrais problèmes ne sont pas abordés au niveau de l'opposition pour qu'on arrive à un langage commun, un programme commun et voire même une candidature unique. Alors, votre point de vue? Ok, merci beaucoup, M. Pierrot. Moi, je vais d'abord commencer par voir un peu le passé. La personne de M. Kamere est très connue ici chez nous et ça fait partie de l'opposition. Nous avons eu en 2011 M. Kamere comme candidat président de la République. Il y a une préoccupation de ma part. Nous avons vu comment les élections se sont passées et comment les deux candidats majoritaires de l'opposition, M. Kamere et M. Tshisekedi, comment ils se sont comportés. Alors, moi, ma question est celle-ci. En 2011, on a vu M. Kamere tenir jusqu'au bout et il a été troisième. M. Tshisekedi, deuxième. Ça, ce sont les résultats de 2011. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre M. Tshisekedi et M. Kamere pour que M. Kamere, qui, consciencieusement, savait qu'il n'allait pas sortir président de la République, ça je l'ai dit, c'est ma vision des choses. Comment ils ne sont pas parvenus tous deux de faire alliance pour sortir un seul candidat et qui pouvait directement rivaliser M. Kabila. Aujourd'hui, l'opposition, qui est en une position de discours, je peux le dire, il y a plusieurs candidats qui peuvent toujours s'annoncer. Quelles sont les garanties que M. Kamere peut nous donner qui va nous permettre de bien voir et de bien cibler que l'opposition finira par s'unir. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation, M. Kamere, aujourd'hui, sur les ondes de la radio Okapi, on connaît votre histoire. Si quelqu'un se disait, aujourd'hui vous êtes opposant, vous vous opposez à qui ou à quoi? Parce qu'on a vu ce que vous avez fabriqué ici. Vous avez fabriqué quelque chose de très talentueux et nous avons apprécié. C'était la majorité présidentielle de l'époque 2006. Il est arrivé à un point où vous n'êtes pas convenu avec les autres membres ou bien avec le chef de l'État. On connaît bien l'histoire, de quoi il s'agissait. Après, cette histoire a été appuyée par Addis Abeba. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous rassures que vous vous opposez au système ou à la personne de M. Kabila ou avec sa majorité? Vous devez nous donner des garanties là-dessus. Et c'est ce que nous attendons pour que la population aussi soit au courant. Merci beaucoup, Arsène. Vous avez deux préoccupations. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Ça, on peut évoquer les erreurs de l'opposition en 2011. Pourquoi l'opposition ne s'est-elle pas mise d'accord entre M. Kamere et M. Tshisekedi, les deux ténors qui se sont présentés à l'élection présidentielle? Il y a eu divergence des points de vue à quel niveau? Et aujourd'hui, quelles sont les garanties que l'opposition peut se mettre d'accord autour d'un programme, d'une candidature? Et une question, là, vous vous êtes adressé personnellement à M. Kamere pour savoir si le fait de se retrouver dans l'opposition, c'est par rapport au système ou par rapport à la majorité de la fois passée ou par rapport à une opposition individuelle, personnelle à M. Kabila. Voilà, ça c'est votre question. Merci beaucoup, Arsène Guélor. Vous êtes à New York, aux États-Unis d'Amérique. Bonjour, Guélor. Bonjour, bonjour aux auditeurs Radio Okapi. Voilà, on vous écoute, Guélor. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette démarche de M. Vital Kamere, mais comme je l'ai dit dans mon commentaire sur la page Facebook de Radio Okapi, c'est avec un retard, un grand retard que l'opposition politique se réveille de son profond sommeil. Vous voyez, cette politique devrait être mise en œuvre depuis lors des élections 2011 et M. Vital Kamere n'était pas d'accord avec
avec M. Tshisekedi. Vous voyez, ce petit récit, ce petit mésentente-là a plongé le peuple congolais dans la misère. Si vraiment ils étaient d'accord en 2011, on pouvait avoir une candidature unique et vraiment, on ne pouvait pas, le peuple congolais ne pouvait pas être plongé dans la misère. M. Vital Kamerhe avait refusé d'être en commun accord avec M. Tshisekedi. Tous les deux étaient des poids lourds lors de cette présidentielle-là. M. Vital Kamerhe avait refusé. Et aujourd'hui, il se révèle maintenant dans son sommeil pour dire qu'il faut les candidatures uniques. Je vous dis, M. Pierrot, ce sera une démarche qui ne pourra rien aboutir, je vous assure. Ça ne pourra rien aboutir parce que M. Vital Kamerhe, il est dans les studios, il peut le dire s'il a été en contact avec les autres poids lourds de l'opposition politique congolaise comme les Tshisekedi, les Jean-Pierre Mbemba et les autres. Est-ce qu'il a été en contact avec eux et passé à la télé et à la radio dire qu'il veut une candidature unique en retard? Alors que c'est une politique qui devrait être mise en œuvre en 2011. Il est en train de faire. Voilà. Alors, Gaylor, on sent qu'il y a une lourdeur, hein, c'est la connexion via Internet pour joindre Radio Okapi, mais vous avez posé la question par rapport à l'histoire du passé, estimant que ça ne sera pas possible, vu ce qui s'est passé en 2011, que l'opposition aujourd'hui se mette d'accord autour d'un programme, d'une candidature. Voilà, on va écouter Bena qui est à Kinshasa, revenir à notre invité pour réagir d'une manière globale à ce qui a été évoqué par nos auditeurs. Bena, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour, Gérard. Voilà, Bena, on vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres. En fait, l'idée aujourd'hui dans Parole aux auditeurs, c'est de voir l'opposition dans son ensemble en tant que regroupement des partis politiques de l'opposition, mais des leaders politiques aussi. Alors, si vous avez suivi notre invité, il a dit il ne faut plus parler en termes des G, il faut plus parler en termes de nous. C'est pourquoi on voudrait bien que notre échange puisse tourner autour de l'opposition en tant que structure plutôt qu'autour de l'opposition en tant qu'individu. Alors, eu égard à cette approche, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on arrive à dégager un consensus, un point commun au niveau de l'opposition Bénin? Ok, permettez-moi de vous dire aussi quelque chose de vrai, c'est que c'est autour de l'opposition en tant qu'individu qu'on a les résultats de l'opposition en tant qu'institution, en tant que regroupement. Alors, notre invité ne pourra pas vouloir fermer son histoire pour éviter les questions que nous avons à l'encontre de sa personne. Alors, tout le monde a presque la même idée. Lorsqu'en 2011, M. Kamerhe, que nous reconnaissons sa force politique, n'a pas permis, ne s'est pas désisté en faveur de Tshisekedi, et qu'en 2016 bientôt, il est convaincu ou il voudrait que les choses changent. Ce que le peuple congolais demande, c'est d'abord l'assurance. Vous savez, les deux élections ont des cas encore fraîches dans la tête des Congolais. Alors, le candidat unique ici sera l'huile parce qu'il peut avoir des calculs du type le vieux Tshisekedi serait peut-être fatigué et qu'il lui a mis le bâton dans la roue en 2011. Aujourd'hui, il croit, parce que c'est réel qu'il croit, qu'il est une force politique. À sa candidature, je peux parler de lui-même physiquement, fort, l'âge et tout ça, et qui trouve qu'il a certaines faveurs physiques par rapport au candidat Tshisekedi, et qui vient avec l'idée toujours politique de dire que cherchons cette candidature unique. Je le croirais plus honnête lorsque cette candidature unique sera quelqu'un d'autre que lui, qui soit d'une autre tendance. Je voudrais aussi lui demander qu'il sache, lui dire plutôt, qu'il sache que en politique, la popularité est moins importante que la conviction idéologique des adhérents. Lorsqu'il est parti en 2011 au pouvoir, c'est par la popularité. Maintenant, le résultat a donné qu'il faut d'abord convaincre idéologiquement. Je crains aussi que M. Vital fasse
une politique de vengeance. Qu'est-ce que moi j'appelle politique de vengeance? Oui, Ben, si on peut peut-être essayer de recadrer un tout petit peu. Si vous avez suivi l'introduction de notre émission, cette question de la candidature unique de l'opposition, c'est pas seulement l'apanage de M. Kamere, peut-être ça peut permettre aussi aux autres auditeurs de comprendre. Ça a été aussi évoqué par d'autres leaders de l'opposition dans cette émission Parole aux auditeurs à partir de Paris. Il y en a qui sont intervenus pour dire nous pensons qu'on peut arriver à ça pour éviter, voilà. Ça a été évoqué aussi par José Makila dans Parole aux auditeurs, vous l'avez suivi, il avait souhaité que ce soit comme ça, il y a eu des listes qui s'est exprimées. C'est-à-dire que c'est pas l'apanage de M. Kamere seulement, mais c'est dans l'ensemble beaucoup d'autres membres de l'opposition pensent qu'on peut y arriver. Comme ça peut permettre de comprendre comment nous cheminons avec notre échange bien. Un peu rapidement pour permettre aussi aux autres de pouvoir s'exprimer. Merci pour la précision, JR, mais souffrant un peu que les questions tournent autour de lui-même, d'abord, en tant qu'initiateur de l'idée, et deux, en tant qu'un ancien candidat. Alors, je voudrais me résumer. C'est que je disais que j'ai craint qu'il ne fasse une politique de vengeance. Qu'est-ce que moi j'appelle politique de vengeance? C'est que lorsqu'il a quitté la majorité, il avait toutes les possibilités. Je me réserve, je n'ai pas le droit de l'orienter. Mais si, avec toutes ces performances, un économiste de formation qu'il est, s'il pensait même à créer une entreprise, je serais peut-être le premier à faire une demande d'emploi à son égard, mais plutôt que cette politique-là, en 2011, on aurait en tout cas évité toutes les erreurs de gestion que nous déplorons parce que lui et le candidat Tshisekedi n'ont pas pu trouver une candidature. Alors voilà, je crois maintenant vous avez évoqué suffisamment cela. On pourra revenir avec notre invité voir parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de questions qui ont tourné personnellement à l'engagement de M. Vital Kamere, à ce qui s'est passé en 2011. C'est la question que je parle des erreurs de l'opposition, mais qui peuvent aussi être assumées par chaque opposant individuellement bien sûr, mais aussi d'une manière collective. Voilà, ces questions seront abordées. Honorable Bosengue qui est en province orientale, vous gardez la ligne ainsi qu'Adrien qui est à Kimpese dans la province de Bas-Congo, 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Parole aux auditeurs. Voilà, M. Vital Kamere, vous avez suivi les uns et les autres. Les questions se regroupent d'une manière d'abord opposition en tant que regroupement, en tant que structure, mais aussi des questions très très personnelles. Les gens qui estiment que vous avez une part des responsabilités en 2011 pour n'avoir pas accepté les désistements, l'opposition ne s'était pas mis d'accord et vous allez répondre à cette question, c'est par rapport aux erreurs de l'opposition en 2011. Mais beaucoup de personnes sont revenues par rapport aux assurances. Quelles sont aujourd'hui les assurances que l'opposition peut arriver à dégager un consensus pour aller aux élections de 2016 en parlant le même langage? Voilà, ça tourne un peu plus autour des erreurs de 2011, mais les assurances que les gens voudraient avoir aujourd'hui, au-delà de votre engagement personnel. Des questions très pertinentes. Je remercie Patrick, je remercie Arsène, je remercie Guélor et je remercie Bena pour toutes ces questions très pertinentes. Je vais dire ceci très clairement. Avant d'entrer dans l'opposition, moi je n'ai jamais été de ceux qui renient l'air passé. J'ai été, pour d'évoquer que ce cas-là, président de l'Assemblée nationale. J'ai toujours été guidé par des convictions et des valeurs républicaines. Et j'avais dit, mon discours était très clair. Je deviens président de l'Assemblée nationale par la volonté du peuple, ici représenté par des élus. Je ferai en sorte que cette maison soit le creuset de la démocratie, c'est-à-dire l'opposition et la majorité vont avoir le droit qui revient à chacun. Et ça a été fait. Tous les grands dossiers, je ne veux pas les répéter, le peuple a suivi, il est notre témoin. Maintenant, j'ai quitté et je suis très content puisque notre ami de Bandondo l'a rappelé. Ce n'est pas la personne de Joseph Kabila. Il faut savoir qu'il y a le président, c'est une institution. Et quand il y a une divergence fondamentale entre le président de la République et le président de la Chambre basse sur une question fondamentale de la République, il faut en tirer toutes les conséquences, sinon nous revenons dans l'époque de Patrice Emery Lumumba et Kasavubu. Notre peuple n'a plus besoin de ça. Nous savons où ça nous a amené. J'ai refusé et j'assume cela jusqu'aujourd'hui et le temps ne m'a pas donné tort. J'avais dit que la méthode qui avait été choisie, l'entrée de troupes rwandais sur le territoire congolais, alors que les Rwandais chez eux ont pris le soin d'informer leur parlement en respectant les élus du peuple,
Chez nous, ça n'a pas été fait. On a violé la Constitution. 2, j'ai dit que je ne pense pas que ça va mener une solution, puisque d'un côté, on a les militaires rwandais qui sont bien payés, bien nourris, et de l'autre côté, on a les FAC qui sont abandonnés à leur triste sort. Nous risquons de vivre des cas de violations encore plus graves. 3, j'ai dit les Interam ex-FAR, mais ils ont des connexions internes. Tous les rapports des Nations Unies le démontrent. Et ça, c'est juste évoquer la divergence qui a fait que maintenant, deuxième élément que je voudrais dire. Quand j'ai décidé d'entrer dans l'opposition, je mûris ma réflexion. J'ai commencé par donner une conférence à l'égard des Congolais au Canada. Et j'ai donné ma vision d'un Congo fort, prospère et stable. J'ai mis en exergue toutes les ressources du Congo et montré comment on peut bâtir un pays à partir de ces ressources innombrables en commençant par sa population. J'ai ensuite pris tout mon temps pour rédiger le projet de société avec mes amis et le parti est sorti et le parti il est là. Avant d'aller aux élections, nous étions dans une configuration où nous avions 2 tours des élections. Les gens oublient ça souvent. Moi j'étais à Bukavu le 16 décembre 2010 quand le président Kabila, en violation de la Constitution, a demandé à Léon Kengwadondo, président du Sénat, de changer la Constitution alors qu'il est écrit dans la Constitution à l'article 116 que quand on convoque une session extraordinaire, il faut que toutes les matières qui doivent faire l'objet de cette session soient inscrites dans la décision qui convoque. Ça n'a pas été le cas en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Et j'étais à Bukavu et moi j'étais convaincu que les amis qui étaient restés à Kinshasa, en commençant par les poids lourds de nous tous, M. Etienne Tshisekedi, devaient demander à la population d'aller investir le palais du peuple pour empêcher cela. Chacun de nous doit payer sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais là, il fallait changer de stratégie, c'est-à-dire il fallait se mettre ensemble avec le président Etienne Tshisekedi. Je ne suis pas un ouvrier, c'est-à-dire... Une parenthèse, c'est pour dire à notre ami Bélan que vous ne vous opposez pas aux individus, vous vous opposez au système, en évoquant... Ces systèmes dont tout nous oppose pour le moment. Moi, la vision de l'État, c'est que l'État est au-dessus de tout. La Constitution, elle est au-dessus de tout le monde et la loi. Ce n'est pas le cas pour le président Kabila qui considère... On revient maintenant... C'est un élément très important. Ce n'est pas le cas du président de la République qui considère que lui, il est au-dessus de la Constitution. Et il peut la violer indéfiniment. Je vois que vous avez peur que nous parlions, alors que les auditeurs veulent nous écouter. Alors on va à l'autre question. J'ai commencé avec les amis, les tours de tous les leaders, Pai, Kiakwama, Christian Balibangi, à l'époque, je suis allé commencer par chez le vieux Etienne Tshisekedi pour dire, rassemblons-nous. Il a dit, faites le tour et revenez vers moi. Maintenant, il fallait qu'il y ait un accord entre nous. Cet accord n'a pas marché. Ce n'est pas par la faute de M. Vital Kamerhe. Et par la suite, j'ai dit, bon, puisque nous ne nous mettons pas d'accord, est-ce que nous ne pouvons pas encercler le président Kabila? Comme ça, nous ne partions pas des efforts. Moi, je vais le bloquer du côté de l'Est, vous le bloquez du côté de l'Ouest et du Centre. Mais je voudrais aussi ajouter un autre élément. Le président Kabila n'a pas gagné les élections, le cardinal l'avait dit. Donc, si voilà, on ne va pas revenir. Non, je ne reviens pas. Moi, je ne vous ai pas interrompu dans les questions. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, c'est très important ce que je voudrais dire. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions aussi les réponses que vous donnez aux gens. Sinon, la prochaine fois, ne m'invitez pas parce que nous sommes dans une émission de la vérité. Vous viendrez toujours. Oui, je voudrais ajouter ceci. Il ne faut pas que les auditeurs induisent tout le monde en erreur. Quand on dit que le peuple a raté sa chance en 2011 à cause de M. Vital Kamerhe et Tshisekedi se sont mis d'accord, donc vous voulez dire en d'autres termes que le président Kabila a gagné, alors que nous savons qu'il n'a pas gagné. Nous nous serions même mis ensemble et Tshisekedi serait resté seul. Tant qu'on devait bourrer les urnes, on allait nous proclamer président Kabila. Je voudrais que tout le monde retienne. Voilà. Mais à partir les questions ont été posées et c'est très important. Et Patrick a souligné quelque chose de très important. Il a dit qu'il y a des tares au niveau des acteurs politiques, pas seulement de l'opposition, de la majorité aussi. Parce qu'il y a eu la réunion de Kingaka, tous les gens ne se sont pas mis d'accord. Des tares, il les a soulignés, c'est l'absence d'éthique, et puis les recherches de l'enrichissement personnel au détriment des intérêts du peuple que nous sommes censés servir. Et moi j'ajouterais, il y a 2 autres maladies, et dans l'opposition et dans la majorité. C'est l'ego, mais c'est aussi le mensonge. Chacun croit que c'est moi, et je dois travailler pour moi seul, je crée mon parti, c'est pour moi. Tout ce que nous faisons, je vais dribbler les autres à la fin, le mensonge. Et nous devons nous élever et
aller au-delà de ça. C'est pourquoi au niveau de l'opposition, nous avons dit ceci, ne soyez pas pessimistes. Si nous n'avons pas fait jusqu'il y a peu les rassemblements de l'opposition, c'est la volonté d'abord de la majorité. La loi sur les partis politiques est très claire. Les députés et sénateurs de l'opposition devraient seulement rédiger le projet du règlement intérieur. Ça a été fait. Le calendrier avait été communiqué par les présidents Obé Minaku et Kengo Wadondo depuis 2013 qu'ils allaient organiser l'élection du porte-parole de l'opposition. Et la loi donne au président de l'Assemblée nationale et au Sénat de convoquer. Ils n'ont jamais convoqué. L'opposition ne va pas aller se présenter comme ça en disant bon, nous venons investir le palais du peuple. Nous avons contourné cela autrement. Nous avons dit, au lieu de nous unir autour des individus, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous unir autour des valeurs, autour des défis? Le premier défi, nous avons dit, nous devons nous mettre ensemble pour éviter la révision constitutionnelle. Cette bataille a été gagnée. Le deuxième défi, nous avons dit, nous devons nous mettre ensemble pour éviter les glissements à travers la loi électorale. Il y a eu même des morts, et je salue leur mémoire, et nous avons parlé de cela, puisque ça ne doit pas rester impuni. Ça a été gagné. La troisième bataille qui est devant nous, c'est la bataille du calendrier, qui est un flou, et la bataille du découpage territorial qui vient à un moment inopportun. Pourquoi maintenant? C'est toujours pour créer des troubles à travers les provinces et prolonger indéfiniment. La quatrième bataille, c'est la bataille autour de la vision. Quelle est la vision de l'opposition pour un Congo qui sera différent du Congo actuellement dirigé par le président Kabila? Si vous voulez qu'on en parle, on va en parler chiffre à l'appui et je vais démontrer que le Congo, et j'ai bien noté ce que notre ami Patrick a dit, nous sommes dans un village planétaire où nous subissons l'Occident, nous subissons la Chine, nous subissons tout ce que nous subissons, mais il y a des pays en Afrique, comme en Asie, comme en Amérique latine, qui ont pris conscience, comme le président Lula au Brésil, tout en étant avec les Occidentaux, de faire une politique intérieure qui élève la nation. L'Occident ne nous a pas empêché de construire une armée régulière, l'Occident ne nous a pas empêché de payer les policiers convenablement, les enseignants, les militaires et les infirmiers, l'Occident ne nous a pas empêché de redorer le blason de nos universités et de nos étudiants. C'est l'Occident qui a coupé la bourse, non. Voilà. Il y a beaucoup d'auditeurs sur les antennes. Mais par rapport aux assurances, parce que la question qui est revenue de la part de nos auditeurs, un peu en bref pour leur permettre encore de s'exprimer, ce sont les assurances. C'est vrai qu'il va être peut-être pas possible du jour au lendemain que tout le monde ait la même pensée, la même vision. Mais est-ce que vous avez au sein de l'opposition aujourd'hui une note positive que ce que la population veut, c'est de voir l'opposition avoir une même approche, même si elle n'est pas identique, mais quand même il y a une convergence quelque part. C'est ça vraiment ce que plusieurs de nos auditeurs ont insisté sur ça. Je voudrais ici, contrairement à ce que vous pensez, saluer tous mes collègues leaders de l'opposition. Nous avons transcendé nos égos à 95%, je dirais. Parce que la dernière déclaration, nous avons signé plusieurs, la dernière déclaration, nous l'avons signée à 124 partis politiques de l'opposition au siège de FONUS. Et là-dedans, nous parlons le même langage en ce qui concerne le processus électoral. D'autres déclarations viendront autour de la vision. Moi, j'ai la certitude qu'en changeant de démarche, puisque ce qui avait biaisé la démarche au départ, c'était autour des individus, au lieu de privilégier d'abord les valeurs et le programme, la vision du Congo qui a 2 345 000 km², 70 millions d'habitants et toutes ces ressources. C'est un éléphant endormi que nous devons remettre debout et il doit marcher avec ses 9 voisins. Voilà. C'est ça notre vision. Le Congo qui doit impulser le développement de l'intérieur, mais aussi autour des pays qui nous entourent. On va écouter les auditeurs revenir par rapport à cette vision pour savoir est-ce que cette vision se représente comme un programme commun, est-ce que vous êtes déjà en train de faire les travaux par rapport à ça, parce que nous savons que chaque parti politique de l'opposition a son programme des sociétés, mais est-ce qu'il y a déjà des cercles de réflexion pour savoir, vous avez votre vision du Congo, chaque parti politique de l'opposition a une vision du Congo, une vision sur le calendrier global, c'est une démarche, mais la vision politique, pour savoir quelles sont les réponses qu'il faut porter aujourd'hui au problème du Congo, il faut que ça soit quand même coulé et défini, accepté par tout le monde, on pourra voir ça. Juste après avoir écouté honorable Bossengue, je crois bien qu'il y a en province orientale, Adrien qui est à Kimpese, et prof Robert ici à Kinshasa, 081 890 63 15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Parole aux auditeurs. Honorable Bossengue, vous êtes en province orientale, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour aux auditeurs de la radio Capi et
J'en profite également pour saluer notre invité, M. Vital Kamere. Voilà. Je voudrais commencer par dire à la personne de Vital Kamere et qu'il a été parmi ceux qui ont installé le pouvoir en place en RDC. Je l'ai suivi personnellement en 2006. En 2005, je m'en esquisse lorsqu'il a fait la campagne présidentielle. Et je connais ce qu'il avait dit, je ne lui tiens pas rigueur. Et aujourd'hui, il est dans l'opposition. Je voudrais lui poser les questions suivantes. Est-ce que M. Vital Kamere sait que les calendriers électoraux controversés, tels qu'il a dit, la loi sur la décentralisation, parce qu'on a créé les nouvelles villes, les provinces et les autres, et la nouvelle loi sur le découpage territorial avec l'installation des nouvelles villes pourrait déjà nous plonger dans l'églissement. Et je voudrais vous dire, JR, que je suis convaincu que l'application sur le terrain de ces trois lois pourrait déjà nous plonger dans l'églissement. Alors, ce qu'il fallait faire dans un premier temps, avant que j'aborde le problème lié à l'opposition politique, c'est d'abord d'obtenir, s'il voudrait, parce que nous avons déjà accueilli ces nouvelles provinces, parce que c'est constitutionnel. Ce que l'opposition pourrait faire à Kinshasa, c'est d'obtenir d'abord donc la nomination des membres qui pourraient constituer les commissions qui seraient chargées de faire les bilans de province et de procéder au partage des biens meubles et des ressources humaines. Ça n'est jamais venu. Au lieu de 15 jours, aujourd'hui nous sommes déjà à une vingtaine de jours, ce qui fait déjà un glissement par rapport à la loi. Et les villes qui devaient être constituées en juridiction électorale ne sont jamais installées, y compris la loi électorale. Par rapport à la loi électorale et au calendrier électoral en particulier, je voudrais rassurer et dire à M. Vital que nous serons plongés dans le glissement, dans la mesure où M. Vital Kamere, qu'il sache que l'opposition politique, et j'ai suivi quand il a parlé de son calendrier proposé à la CENI, refuse les élections urbaines, municipales et locales. Or, la majorité des électeurs en RDC sont constitués par ces gens-là, ces électeurs-là qui proviendraient des secteurs et des chefferies. Or, aujourd'hui, les secteurs et les chefferies sont tous détenus par l'ANP. Les chefs des secteurs sont membres de MP, les chefs de ces chefferies sont membres de FT. Toutes les villes, ce sont les dirigeants de l'ANP qui sont en train d'administrer ce territoire aujourd'hui. Est-ce que l'opposition politique aura-t-il la facilité de mener les électeurs au fin fond de la République? Autrement parlant, honorable Bosengue, s'il faudrait peut-être qu'on se résume, c'est-à-dire que vous estimez que le fait que l'opposition demande qu'on puisse récaler les élections locales, municipales, tout ça, c'est pas aussi bien parce que elle pourra se retrouver confrontée à ces élections qui vont avoir lieu, mais dont les circonscriptions, les entités administratives sont encore dirigées par la majorité. Pour vous, il serait mieux que ces élections se tiennent et que l'opposition aussi se retrouve, n'est-ce pas, avec le pouvoir à la base, et comme ça on peut remonter jusqu'à l'élection présidentielle. Évidemment, ce que j'aurais proposé, c'est qu'on puisse décaler les élections locales, municipales et urbaines aux élections provinciales, de manière que l'opposition aussi puisse participer à ces élections-là et avoir des dirigeants au niveau de la base. Pas de ceux qui gênent ces autorités-là qui sont tous d'une même couleur politique. Merci beaucoup, honorable. Vous souhaitez que l'opposition participe à ces élections pour avoir aussi les élus à la base. Merci beaucoup. Adrien, vous êtes à Kimpese dans la province de Bas-Congo. Bonjour, Adrien. Oui, bonjour. Alors, on vous écoute, Adrien. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà évoquées par les compatriotes pour permettre à ce que l'émission évolue plus vite. Au-delà de ce qui a été dit, Adrien, quel est votre point de vue par rapport à ces consensus autour d'une candidature unique au sein de l'opposition? Oui, parce que aujourd'hui, c'est de la question fondamentale. Voilà, là on a des petits soucis de ligne avec vous, Adrien. Vous sortez entrecoupé. Le temps peut-être qu'on puisse se revoir avec la réalisation. Nous allons retourner ici à Kinshasa. Prof Robert, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Gérard. Voilà, on vous écoute, prof Robert.
Bon, moi, je n'ai pas, je voudrais tout simplement émettre un jugement pessimiste. Dans la mesure où M. Kamere estime qu'ils se sont retrouvés à 103 ou 104 partis d'opposition pour uniformiser leurs idées, je m'imagine que c'est 0 sur 470 partis. Ensuite, quand il élimine les élections de base, ce n'est pas possible, parce que ce sont ces bases-là qui doivent constituer l'élection présidentielle. J'estime que s'ils sont présents à la base, ils doivent faire un effort pour être présents à la base pour qu'ils arrivent à la présidentielle. Donc, c'est un peu c'est utopique pour moi. Je constate que un directeur de campagne hier et aujourd'hui, animateur sincère pour une unification de l'opposition qui est plurielle. Cette opposition qui est plurielle, je ne vois pas comment ils vont réussir à la maîtriser et à sortir vraiment un candidat unique, ceux-là qui sont pluriels, parce qu'ils l'ont pas fait hier. Est-ce que les gens peut-être peuvent changer de comportement, ils peuvent évoluer, mais je crois que il y a bien des choses à dire et il ne faut pas être utopique. Voilà, merci Prof Robert. Mais toi, M. Kamere a parlé des 124 partis qui ont signé une déclaration commune. Ce sont les partis de l'opposition. C'est pas l'ensemble des 450 partis politiques. C'est 124 partis politiques, je crois bien, de l'opposition qui se sont mis d'accord. Alors, vous estimez que l'opposition étant plurielle, il sera difficile aujourd'hui de dégager un consensus autour d'une idée commune. Ça, c'est votre point de vue. Mais aussi, il serait mieux pour l'opposition de participer aux élections locales municipales pour avoir une assise aussi au niveau de la base. Merci beaucoup, Prof Robert. Adrien, on peut revenir maintenant à vous. Vous êtes à Kimpese. On vous écoute, Adrien. Oui, merci pour la parole. Oui, la question fondamentale aujourd'hui, c'est la candidature unique pour les élections de 2016. C'est pourquoi ici, je voudrais un peu demander à M. Kamere, est-ce que lui, personnellement, lorsqu'ici on parle de cette candidature pour la 2016, est-ce que lui sera d'accord de laisser la place pour les élections pour un autre figure de l'opposition? Je ne crois pas. Pourquoi je le dis? Entendre Kamere, bon, d'ailleurs, je vous dis que j'ai de l'estime pour Kamere, c'est un monsieur que j'apprécie, mais parfois, il se contredit dans sa manière aujourd'hui. Je le félicite quand il était à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, en tout cas, M. Kamere se contredit parfois. Je vais dire à Kamere, parce que c'est lui qui est au plateau, bon, là je m'adresse à l'ensemble de l'opposition de la République, mais parce que c'est lui qui est au plateau. L'opposition en République démocratique du Congo n'existe pas. Nous n'avons pas l'opposition. Parce que moi, je ne peux pas croire que cette opposition qui est chaque fois à la radio pour injurier le président de la République, parce qu'il faut le parler. Ce n'est pas de cette manière qu'on fait l'opposition dans un État. L'opposant a un rôle à jouer dans tout État du monde. Mais c'est seulement ici au Congo où je trouve qu'un opposant, sa mission, c'est d'injurier le président de la République. L'opposition a une mission de critiquer les gouvernements. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que la manière dont notre opposition agit, s'il y a un problème, il y a une erreur au niveau du gouvernement, et c'est de cette manière? Non. Alors, pour vous, Adrien, d'abord, vous avez dit il ne sera pas possible pour vous, vous êtes pessimiste, que l'opposition se mette d'accord autour d'une candidature. Vous avez demandé à notre invité si jamais lui pourrait accepter en 2016 de pouvoir se désister en faveur de quelqu'un d'autre. Mais d'un côté, vous estimez qu'il n'y a pas d'opposition parce que les opposants passent plus dans le média pour injurier le chef de l'État plutôt que critiquer d'une manière objective. Voilà, un peu pour plus évoluer et écouter aussi Odin qui nous appelle des Mbandaka dans la province de l'Équateur. Bonjour Odin. Oui, bonjour M. Piro. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio de la paix. Vraiment, je salue M. Vital Kamere que je connais bien comme tout le monde, on l'appelle le pacificateur. Vraiment, Piro, pour un peu être bref, je voulais juste dire que non,
ici, dans notre pays, il n'y a pas d'opposition. Si je dis ça, c'est avec raison. Là, je rejoins mon prédécesseur. Parce que ici, s'il y a l'opposition, c'est juste pour combattre, non la majorité, mais pour combattre un seul individu. L'individu qui tient le bâton du commandement. Si je dis ça, parce que je suis équatorien, je suis ici à Mbandaka, oui, on a vu le cas de M. Baïndé, qui était le gouverneur ici, dans notre province. Donc, la façon de gouverner la province ne faisait pas vraiment du bien à tous les opposants et à ses collègues de la majorité. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble, et les gens de la majorité et les gens de l'opposition, pour combattre un seul individu qui est M. Baïli. Dans ce qui concerne le sujet du jour, allez-y rapidement parce que là on est bousculé par le temps, oui, Odin. Allez-y rapidement, posez la question, oui. Oui, je pose la question à M. Vital Kamere. Est-ce que de tel cas ne va pas se répéter dans le gouvernement central ou dans l'opposition? Où on voit l'opposition pour insérer, se mettre ensemble avec la majorité pour avancer une personnalité. Merci beaucoup, Odin. Et par là, vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas, de cette manière d'agir. Maître Brino, on vous écoute aussi rapidement. Vous êtes à Ouvira. On a aussi beaucoup de réponses qu'il faudrait que notre invité puisse donner à toutes ces questions. On vous écoute, Maître Brino. Merci. Je commence par saluer votre invité, M. Vital Kamere, le président de l'INC. Je parle en fonction des propositions. Que comme le monsieur Kamere a fait un sursaut dans l'opposition, il serait mieux qu'il soit le premier à proposer cette feuille de route pour une candidature unique de l'opposition. Parce que lui, il est en train de combattre Kabila par le système. On donne cette chance à une opposition qui combatte le système. Plutôt que l'individu. Voilà l'élément. C'est ça votre souci. Vous estimez que M. Vital Kamere, il combat les individus, mais il ne combat pas les systèmes. On revient à vous, M. Vital Kamere. Vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préoccupations qu'on ne pourra pas résoudre dans cette émission en ces moments. On est déjà revenu sur ce que vous avez déjà fait, les auditeurs ont parlé, mais il y avait cette question de savoir se mettre autour du calendrier, le découpage, tout ça, ce sont les déclarations de l'opposition, mais se mettre autour d'une idée, d'une proposition, ça n'est une autre chose. L'agence qui a été dit tout à l'heure par les auditeurs. Ok, je remercie les uns et les autres et je crois que les réponses se trouvent dans certaines questions. Quand un auditeur dit que la loi et le calendrier d'abord, il est plombé. Il ajoute, il dit que la loi sur le découpage et la décentralisation vont nous plonger dans les glissements. Et il se contredit à la fin, il dit oui, vous, l'opposition, vous devez quand même prendre part aux élections locales. Le problème, c'est le temps qui nous fait défaut. Avec 180 circonscriptions électorales pour l'élection des députés provinciaux, nous avons eu des fils à retordre. Ils savent combien il y a eu de contentieux. Maintenant, si on ajoute les élections locales, municipales et urbaines, le même jour, nous sommes à 1500 circonscriptions électorales. 5 millions de noms, des listes qu'il faut chercher. 19 000 candidats. Et nous disons, ça sera de la confusion. On voudrait créer la confusion pour tricher. Personne n'a refusé les élections locales et municipales. Nous avons dit, c'est l'opportunité. Quand on prend une décision, il y a ce qu'on appelle l'opportunité. Ce n'est pas opportun maintenant. Quand on présente un billet de 1,145 milliard de dollars américains, si les recettes propres du Congo de 4 milliards, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas rationnel. Nous disons, prenons la rubrique qui pèse le plus, on renvoie à 2016, et je prends ici la phrase du porte-parole du gouvernement, le ciel ne tombera pas sur le Congo. Je voudrais dire, ici et maintenant, que nous sommes dans les idées et dans la vision. Et pour ceux qui n'ont jamais compris, j'ai toujours dit que le Congo c'est un pays très grand, en commençant par sa forêt, 280 millions d'hectares. Et en commençant par sa terre qui peut nourrir 2 fois l'humanité, 120 millions d'hectares de terre. Son fleuve, 4776 km², qui peut aller renflouer le lac Tchad à partir de l'embouchure et non de l'Ubangi. Les eaux douces, nous parlons 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% des eaux du monde. Nous parlons des minéraux, 10 minéraux jetés encore aux États-Unis, c'est prouvé. Représente 84 000 milliards de dollars américains, donc plus que l'Europe et les États-Unis. Nous parlons
de l'énergie propre. Inga peut développer le Congo à l'ensemble de l'Afrique. Mais je voudrais donc dire par l'ensemble de l'opposition. L'opposition, je vous ai dit que nous avons des combats par étapes et nous avons convenu, puisque tous nous voulons la grandeur du Congo, nous allons nous mettre ensemble. Je vous ai dit que les gens ne soient pas pessimistes. Première bataille, c'était combattre la révision de la Constitution. Deuxième bataille, la loi électorale. Et là, on ne peut pas dire que le peuple congolais n'a pas gagné. Je suis en train de rire. L'opposition, elle est institutionnelle et elle est en dehors des institutions. Elle existe. Nos députés, chaque jour, démontrent. Nous ne sommes pas dans une démarche où nous ingérions Kabila. Je suis le premier, avec mes pères, d'avoir dit, et les conclaves de l'opposition, à Fatima, avait dit, nous proposons même une loi portant statut d'ancien président de la République impersonnel. Pour autant, que la personne qui est là favorise le déroulement des élections dans la paix. Mais il ne faut pas qu'on induise les auditeurs en erreur. Pendant que l'opposition est en train de se construire, la majorité est en train de se déchirer. Donc, voilà. Nous avons suivi, donc, il ne faut pas m'arrêter. Nous avons suivi la lettre de 7. Ça ne va pas dans la majorité. Il ne faut pas qu'on commence à faire quoi. Nous aurons un débat consacré à la majorité. Ça va très bien là-bas. Non, moi, je félicite les leaders nous aurons un débat consacré à la majorité de se ressaisir et de mettre ensemble avec la société civile. Il y a le rôle de l'Église catholique, je voudrais l'interpeller ici, qui avait fait la promesse au monde entier et au peuple congolais que quand les dérapages vont commencer, l'Église va s'élever. On doit libérer nos prisonniers politiques et d'opinion. Rapidement, en 30 secondes, nous avons eu les débats aujourd'hui sur l'opposition. Les jeunes de la lucha doivent être Nous avons eu les débats aujourd'hui sur l'opposition et en 30 secondes, parce qu'il y a cette question de la décrispation de la situation politique, il y en a qui parlent des dialogues. En 30 secondes, quelle est la vision de l'opposition pour arriver à trouver cette harmonie avant les élections en 30 secondes? L'opposition qui s'est réunie et qui est signataire de la déclaration à laquelle je viens de faire allusion ne voit pas l'opportunité du dialogue. Le dialogue, ce serait encore notre obstacle pour nous plonger dans le glissement. Nous pouvons discuter autour du calendrier électoral harmonisé pour trouver un consensus, mais pas un dialogue pour chercher le pouvoir. Nous disons non à ce dialogue. Merci beaucoup, monsieur Vital Kamerhe. Ça n'a pas été possible d'aborder toutes les questions, mais la tribune est ouverte. On peut toujours avoir le temps de discuter autour de ça. Merci. Merci aussi à vous. Voilà. Merci aussi à vous pour votre disponibilité. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. Au revoir.